c'est bon. Allora, cominciamo la sessione del pomeriggio. Thierry Gontier parlerà per primo, dopo sentiremo Sabrina Ebersmeyer e poi avremo una discussione di 30 minuti. À toi. Je pense qu'il faut que j'appuie. 30 minutes pile. Bien, donc je voudrais commencer évidemment en remerciant Gianni pour ce colloque sur un thème vraiment magnifique, qui avait déjà fait d'ailleurs l'objet de certaines de nos conversations. Et donc je suis chargé de parler ici de Bacon. Bacon occupe de toute évidence une place décisive au sein d'une histoire de la légitimation de la curiosité intellectuelle à l'époque moderne. L'image du navire, au-delà des colonnes d'Hercule, qui sert de frontispice au Novum Organon, illustre l'abolition d'un interdit qui a longtemps frappé les esprits et la substitution dans les sciences du non-ultra, pas faire n'importe quoi, par un plus ultra. Les sciences traditionnelles n'étaient, je cite l'aphorisme 8 du premier livre du Novum Organon, rien d'autre que certaines combinaisons de découvertes antérieures et non des moyens d'invention ou des indications pour de nouvelles œuvres. À l'inverse, la science dont Bacon se fait le héros consiste avant tout dans la recherche, l'acquisition, l'accroissement de la connaissance. On retrouve cette même idée dans la prophétie de Daniel qui est citée sous l'image du navire, « Multi per transibunt et augebitur scientia » beaucoup voyageront au-delà et la science sera augmentée. D'autres comparaisons, comme celle de la chasse ou de l'arbre, la croissance de l'arbre, soulignent aussi cette dimension heuristique et progressiste de la science, tout comme l'illustre aussi la formule emblématique que l'on trouvait déjà chez Giordano Bruno, selon laquelle la vérité est fille du temps. La logique inductive baconienne vise à fournir à cette science un outil adéquat pour la rendre apte à l'invention de nouvelles vérités et à la conquête de nouveaux territoires, au contraire de la logique syllogistique qui constituait l'organum de la science traditionnelle et qui est un simple outil d'exploitation de vérités déjà acquises. Pour fonder la légitimité de cette nouvelle science, Bacon fait appel à un registre déontologique, et plus spécifiquement juridique. Il faut, écrit Bacon, que le genre humain recouvre, je le cite, son droit sur la nature qui lui appartient de don divin. Comme l'avait écrit Hans Blumenberg, je le cite, le Novum Organon est dominé par l'idée d'une reconquête d'un droit fondamental de l'homme à la connaissance. Lorsqu'il s'agit de donner un fondement à ce droit naturel, Bacon fait le plus souvent appel au registre de la théologie scripturaire. Il ne fait guère appel à l'anthropologie, et on ne trouvera guère dans ses écrits épistémologiques de tentatives de fonder le droit de l'homme à la connaissance à partir d'une passion fondamentale. C'est que pour Bacon, la nature de l'homme n'est pas fiable du point de vue épistémologique, au sens où son esprit serait par avance accordé à la connaissance. La théorie des idoles, en particulier, a pour but de réformer l'esprit humain en le purgeant des passions vicieuses ou de ce qu'il appelle les humeurs pécantes attachées à sa nature. La curiosité semble bien relever de ces humeurs pécantes. Les deux usages du terme « curiosity » dans l'Advancement of Learning vont en ce sens. La crédulité fait partie au même titre que la curiosité, fait partie au même titre que la crédulité des vanités qui affectent les hommes et font obstacle au savoir. Elle est, dans un autre usage, encore dans l'Advancement of Learning, synonyme de vaine subtilité, unprofitable subtlety. Les rares usages du terme de curious et de curiosus, appliqués soit au sujet de la connaissance, soit le plus souvent à la méthode ou à l'objet de connaissance, vont dans le même sens et se rapportent toujours directement ou indirectement à un usage vain et sans profit de la connaissance. On ne trouvera donc rien qui ressemble directement à un éloge de la curiosité intellectuelle chez Bacon. Celui-ci, Bacon, semble à l'inverse se rallier aux anciennes condamnations et voir en elles une hubris de la raison, une passion qu'il convient non de satisfaire, mais bien plutôt d'éradiquer, comme si le progrès de la science devait s'appuyer non sur la curiosité intellectuelle, mais s'établir en quelque sorte contre elle. Mais nous savons aussi que Bacon écrit lui-même, à plusieurs endroits,
que sa méthode pédagogique consiste à ne pas faire violence aux esprits en heurtant de front ce qu'il nomme la folie universelle. Il préfère user de persuasion en glissant insidieusement des idées neuves dans des termes, images ou topoi hérités de la tradition et communément reçus. C'est, à mon sens, ce qui se passe pour la curiosité. Bacon emprunte aux condamnations traditionnelles tout en subvertissant la signification, faisant paradoxalement jouer la critique de la curiosité en faveur non d'une limitation, mais d'un progrès du savoir. Je m'attacherai ici à analyser quelques-uns de ces déplacements dans le double registre qui est celui de Bacon, à savoir le registre théologique d'une part, le registre épistémologique d'autre part. La théologie, donc, pour commencer, la théologie n'a cessé de combattre la curiosité. Et je me réfère ici encore à la troisième partie de la légitimité des temps modernes de Blumenberg, qui analyse les différentes formes de cette condamnation que cette condamnation a pu prendre dans la patristique et au Moyen-Âge. Pour Augustin comme pour Thomas, malgré leurs différences très importantes, même sur ce point, la curiosité est pour l'un comme pour l'autre une forme d'orgueil. Sa condamnation s'étend à toute connaissance des créatures qui n'est pas ordonnée à la recherche du principe divin, éternel, de la création et de sa finalité. C'est pour répondre à ces objections que Bacon propose une lecture des textes bibliques, sa relecture des textes bibliques, au début de la première partie de l'Advancement of Learning, mais on retrouve aussi ces thématiques évoquées au premier chapitre du Valerius Terminus et à quelques endroits du Novum Organum. Bacon propose en particulier une réinterprétation du péché originel. Le péché, explique-t-il en substance, a consisté en un désir orgueilleux de connaissance par lequel l'homme a voulu rivaliser avec Dieu. Il ne s'agit cependant pas de n'importe quelle forme de connaissance, mais d'une connaissance définie à la fois par son objet et par sa finalité. Par son objet, tout d'abord, l'homme a voulu s'élever à la connaissance de la volonté divine, c'est-à-dire de la racine, s'élever à la racine du bien et du mal. Les textes de la fin de l'Advancement of Learning sur la théologie souligneront que tout raisonnement, même en théologie, doit trouver ses prémices dans le plaquette de Dieu, dont la puissance nous est incompréhensible et dont la volonté ne nous est connue qu'à travers les Écritures. Par sa finalité ensuite, l'homme a voulu faire de la connaissance un bien en soi, oubliant la règle de charité qui lui enjoint de mettre son savoir au service du bien de l'humanité. La charité consiste à rapporter la science, je cite Bacon, au bien des hommes et de l'humanité, en pourvoyant la vie humaine de nouvelles commodités. L'erreur fondamentale des théologiens zélés est donc de prêcher une modération, je cite encore Bacon, appliquée là où elle n'a pas lieu d'être, car l'hubris consiste non dans un excès quantitatif du désir de connaître, ce n'est pas, écrit Bacon, la quantité de connaissances qui peut faire enfler l'esprit de l'homme, et on remarquera que cette phrase est très proche d'une phrase de Montaigne dans le chapitre de la pédanterie, mais l'hubris consiste dans cette double méprise sur l'objet et la finalité de la connaissance. La connaissance, écrit Bacon, ne rend pas l'esprit tourmenté ou anxieux, si ce n'est par accident. L'interdiction de la connaissance de l'essence et de la volonté divine ouvre un autre champ légitime à la connaissance humaine, celui des œuvres de Dieu, c'est-à-dire de la nature. Bacon cite nombre d'autorités bibliques, de Moïse à Salomon et au Christ, Christ qui, nous dit Bacon, était lui-même un savant, faisant de cette connaissance de la nature un devoir pour l'homme. Je cite Bacon, « Tout ce qui n'est pas Dieu, mais parcelle de ce monde, Dieu l'a rendu propre à être compris par l'esprit humain, à condition toutefois que l'homme veuille bien ouvrir et étendre les capacités de son entendement autant qu'il le peut. Il faut donc distinguer l'orgueilleux savoir du bien et du mal de la pure connaissance de la nature et du monde. De ce point de vue, il n'y a pas de secret dans la nature dont l'accès serait a priori interdit à l'homme, et par retour, il n'y a pas de la part de l'homme d'indiscrétion dans son exploration des causes secondes. Dieu ne cache, comme l'a écrit Salomon dans les Proverbes, que pour que l'homme recherche et découvre. Le péché n'a pas privé l'homme de ce droit de connaissance, il en a simplement rendu l'exercice plus difficile. Je cite l'aphorisme 52 du second livre du Novum Organon. « L'homme, par le péché, a déchu de son état d'innocence et de son règne sur la création.
Or, l'une et l'autre perte peuvent, jusqu'à un certain point, être réparées en cette vie même. La première, donc l'état d'innocence, par la religion, et par la foi, la seconde, donc l'emprise sur la nature, par les arts et les sciences. La médiation d'une recherche scientifique méthodiquement conduite doit ainsi permettre à l'homme de recouvrer la condition adamique qu'il a perdue. Ces prescriptions théologiques ne font que redoubler des impératifs d'ordre épistémologique. La connaissance de la racine du bien et du mal ne part pas seulement d'un désir de s'égaler à Dieu pour entrer en compétition avec lui. Dans le domaine des sciences, la connaissance de la volonté divine signifie celle des fins pour lesquelles Dieu a créé la nature. La recherche des causes finales constitue l'un des effets les plus pernicieux du mélange illégitime de théologie et des sciences de la nature. Elle cause, écrit Bacon, elle ne cause que dévastation et désolation. Mais il convient de préciser qu'il ne s'agit pas pour Bacon de limiter à proprement parler le champ du savoir. La recherche des causes finales est condamnée non parce qu'elle pousse la recherche vers un plus ultra, situé au-delà des frontières permises à la connaissance humaine, mais au contraire parce qu'elle conduit à bloquer la recherche et à faire obstacle à son développement. Bacon compare la recherche des causes finales en physique à des rémoras et des entraves qui immobilisent le bateau et l'empêchent de poursuivre sa route. Les rémoras, comme sans doute à peu près tout le monde le sait, sont des petits poissons qui, selon une tradition qui remonte à Hérodote et qui passe par Pline, Plutarque et Montaigne, ces petits poissons donc ont la propriété occulte de paralyser les plus gros navires en adhérant à leur coque. Loin donc de limiter la recherche, l'interdit biblique de tenter de pénétrer la volonté divine et les fins qu'il a imposées à sa création, cet interdit favorise le développement efficace de la science. Je cite le chapitre 25 du Valerius Terminus. « Les hommes étant libres d'enquêter et de discourir sur la théologie à volonté, il arrive que toute l'étude de la nature s'arrête et se limite à de tels discours métaphysiques ou théologiques. Tandis que si on ferme ce port aux esprits des hommes, cela les renvoie vers l'exploration et partant vers la recherche toujours plus poussée des causes. » De façon plus générale, Bacon condamne l'agitation innée de l'esprit, tournoyant perpétuellement sur lui-même, sans fin ni terme, en quête d'objets fictifs et illusoires. L'inquietum motum spiritus, selon l'expression du Novum Organum, est la source de fictions et d'idoles qui font obstacle aux sciences. L'une d'entre elles est la fiction de l'infini, qui relève des idoles de la caverne attachées à la nature de l'esprit humain. Et je cite l'aphorisme 48 du premier livre du Novum Organum. L'entendement humain se gonfle, glisquite, et ne sait pas s'arrêter, ni trouver le repos. Il aspire à aller plus avant, ulterius petit, mais en vain, frustra. Aussi ne peut-on concevoir que le monde est un terme ou une borne. Toujours comme par nécessité, s'offre l'idée qu'il y a quelque chose au-delà, aliquid ulterius. Cette pulsion est particulièrement néfaste lorsqu'elle donne naissance à une recherche infinie des causes. Je cite encore Bacon, la suite. « Cette impuissance de l'esprit se fait sentir avec plus de dommages encore dans l'invention des causes, car bien que les principes les plus universels de la nature doivent être admis positivement tels qu'on les découvre, étant en vérité sans cause auxquelles les référer, cependant l'esprit humain, ne sachant trouver le repos, demande quelque chose de plus connu. » Pour Bacon, il n'y a pas d'infini dans la nature. Les principes qui constituent le terme de la recherche et que Bacon norme les formes sont des causes premières, elles-mêmes sans cause, dont la découverte met un terme à la recherche. Là encore, on pourrait penser que Bacon tente à donner des bornes à la recherche en réprimant son mouvement inné vers un ulterior et vers un notior. C'est en réalité le contraire qui est vrai, car ces vaines inquiétudes, loin de promouvoir la recherche, la briment et la restreignent. Je cite la suite du texte encore. « Mais alors, pour vouloir aller plus loin, ad ulteriora, l'esprit retombe au plus proche, notiora, c'est-à-dire aux causes finales, qui manifestement tiennent plus à la nature de l'homme qu'à la nature de l'univers. » Il y a ici un retournement paradoxal du lointain au proche. La curiosité pour un objet inaccessible se révèle en réalité un attachement pour ce qui est le plus immédiatement familier à l'esprit humain, et par là aussi le plus suspect du point de vue de la valeur scientifique. Car ce qui caractérise la nature la plus immédiate
de l'esprit humain est la paresse intellectuelle et la complaisance orgueilleuse dans ses propres productions. Les illusions de l'infini, loin d'étendre le mouvement de la recherche scientifique, le restreignent aux frontières imposées par les idoles de l'esprit. Autre fiction de l'esprit laissée à son inquiétude innée, les objets des pseudo-sciences, telles l'astrologie, la magie et l'alchimie, en tout cas celles pratiquées par les alchimistes, qui reposent sur une méthode pleine d'errance et de vanité, selon les termes de Bacon, faite, je le cite, de conceptions naïves et superstitieuses et d'expérimentations frivoles. Il s'agit là de véritables impostures scientifiques qui sont en général masquées sous un discours ésotérique. Le seul usage du terme curiosus dans le Novum Organon concerne les recherches curieuses des alchimistes et des mages, leur art superstitieux et les analogies sur lesquelles ils se fondent. Plus généralement, Bacon condamne les empirici, non certes pour leur attachement à l'expérience et au concret, mais parce qu'ils mènent ces expériences en tous sens, sans ordre véritable ni questionnement préalable, en suivant simplement l'agitation de leur esprit. Ce qui ne veut d'ailleurs pas dire, et je le signale au passage, en plus que nous avons une discussion tout à l'heure là-dessus, que Bacon refuse par avance que la science rejette a priori les objets curieux. Il demande au contraire, il compte au contraire étendre la science à ces objets curieux. Il demande un enregistrement de ces phénomènes sur un répertoire à part et loue, une fois n'est pas coutume, Aristote de l'avoir fait dans son recueil des Problemata. Ces mirabilia constituent donc bien un nouveau territoire que la nouvelle science doit conquérir grâce à une forme de curiosité bien conduite. Dans tous les cas de figure, il est significatif que la curiosité ou l'inquiétude se trouve condamnée pour sa contre-performance épistémologique, parce qu'elle atteint le résultat inverse à celui qu'elle semble prima facie devoir atteindre. Loin d'étendre la science à la nature, la curiosité la restreint aux anticipations de l'esprit humain et l'enferme dans la prison de ses idoles. Paradoxalement, cette libération ne se fera pas, répète Bacon, en revêtant l'esprit de plume pour s'élever plus loin, mais au contraire en lestant l'esprit de plomb. J'en viens au second point, au second aspect de la condamnation théologique, celui de la curiosité en tant que désir d'une connaissance trouvant sa fin en elle-même et dans le bonheur qu'engendre, selon la tradition philosophique intellectualiste, de Platon à Aristote et à Thomas d'Aquin, la vita contemplativa. Au niveau épistémologique, l'assignation de la connaissance humaine à la charité signifie en premier lieu que la science a un usage pratique. Dans le premier chapitre du Valerius Terminus, Bacon écrit qu'il est nécessaire, je le cite, d'élever une digue saine et solide pour diriger la recherche en posant que toute connaissance doit être limitée par la religion et doit être rapportée à l'usage et à l'action. La dignité de la connaissance ne pourra être rehaussée, écrit Bacon dans l'Advancement of Learning, qu'à la condition que l'étude et l'action soient plus unies, en conjonction plus étroite et plus directe qu'elles n'ont été jusqu'à présent. Ce serait, ajoute Bacon, une conjonction comparable à celle des deux sphères les plus hautes, Saturne, astre du repos et de l'étude, avec Jupiter, astre de la société politique et de l'action. La recherche spéculative n'est donc pas interdite par Bacon parce qu'elle se donnerait un but inaccessible, mais parce qu'elle vise la satisfaction au détriment de l'effort. La pure spéculation est toujours considérée par Bacon sous l'aspect du plaisir qui est recherché en elle. L'intellectualisme étant ainsi réduit par Bacon à une forme d'hédonisme. On a pu voir d'ailleurs là des thèmes qui existaient déjà chez Luther. Bien entendu, la science baconienne vise elle aussi une satisfaction. Son but, écrit Bacon, est de procurer repos et contentement, et non dégoût et aigreur. Ce pourquoi, nous l'avons vu, la recherche doit s'arrêter à des principes derniers et non se muer en une quête anxieuse, infinie des causes. Ce que Bacon reproche à la théoria est de viser une satisfaction trop rapide, premièrement, trop utilitaire, deuxièmement. Trop rapide, tout d'abord, au sens où le plaisir spéculatif est obtenu au détriment de plaisirs plus élevés qui ne peuvent être obtenus que par la médiation de la recherche et de l'effort. C'est en ce sens que Bacon revisite l'anecdote de Thalès. Thalès tombe dans le puits non parce qu'il est pris d'un intérêt excessif pour le savoir, mais parce que trop empressé d'arriver au résultat, il néglige la médiation de la méthode.
Je cite l'Advancement of Learning, « Si Thalès avait regardé en bas, il eût pu voir les étoiles dans l'eau, alors que regardant vers le haut, il ne pouvait pas voir l'eau dans les étoiles. Ainsi, il arrive que les choses petites et vulgaires en révèlent des grandes, mieux que les grandes font des petites. » Nous retrouvons dans un nouveau contexte ici la dialectique du lointain et du proche. Comme l'a commenté Blumenberg dans Le rire de la servante Thrace, et je le cite, « L'anecdote de Thalès illustre le mépris des instruments préparés grâce à l'habileté mécanique au profit de cette position théorique sans défense qu'illustre l'image du grec tombé dans le puits. L'astronomie représente les arts libéraux et leur distance vis-à-vis de l'objet. Par une sorte de renversement, c'est la connaissance pure et non le savoir orienté vers l'action qui refuse la médiation théorique pour la recherche immédiate de la jouissance. La contemplation, ici, fait partie de ces pommes d'Atalante qui distraient l'esprit de son but final. Ce qui nous conduit à un nouveau paradoxe. La satisfaction visée par la théoria témoigne d'un utilitarisme borné et sa recherche est comparable à celle du gain et des honneurs. Ce caractère purement égoïste de l'activité spéculative contrevient à la règle évangélique de charité. On trouvera ces questions reposées dans l'exposé de la science morale de la fin de l'Advancement of Learning. Bacon propose une classification des biens selon une hiérarchie descendante, allant du bien le plus haut au bien le plus bas. Il commence par rejeter l'étude du bien dernier, simple construction de l'esprit, au profit de l'étude du bien positif et simple, c'est-à-dire du bien concret, à même de diriger l'action humaine. Il construit ensuite sa hiérarchie des biens à travers une série de divisions dichotomiques. La première division aboutit à montrer la supériorité des biens communicatifs, c'est son terme, sur les biens privés. La vie contemplative se trouve ici explicitement exclue, parce que la jouissance qu'elle offre est d'ordre privé et non public. Je cite Bacon, « Cela décide de la question touchant la préférence à accorder soit à la vie contemplative, soit à la vie active, et ceci contre Aristote, car les raisons qu'il donne en faveur de la vie contemplative sont d'ordre privé et regardent le plaisir et la dignité du soi d'un homme, au regard desquels, sans aucun doute, la vie contemplative l'emporte. Au même titre que la recherche du plaisir ou de l'ataraxie, la jouissance spéculative est condamnée en tant que bien limité à soi et par là égoïste. Nous retrouvons donc l'exigence de charité et d'altruisme qui doit finaliser l'entreprise scientifique. À l'intérieur ensuite de ces biens privés, Bacon donne l'avantage aux biens actifs qui se fondent sur l'appétit d'augmentation, comme il le nomme, aux biens passifs qui se fondent sur l'appétit de conservation. L'homme, explique Bacon, préfère donner plutôt que recevoir, se reproduire plutôt que se nourrir. Le bien actif est supérieur au bien passif par sa durabilité. L'homme cherche non un plaisir immédiat, mais un plaisir qui dure toujours. Et, je cite Bacon, l'homme est conduit à désirer quelque chose qui soit soustrait au temps. Bacon donne une autre raison à cette supériorité du bien actif, à savoir, je le cite, le goût naturel de l'homme pour la diversité et ce qui va de l'avant. Je pense que c'est un des textes où on est le plus proche d'une réhabilitation directe, à un niveau anthropologique, de la curiosité intellectuelle. Le bien passif se trouve ensuite lui-même subdivisé en biens de perfectionnement et biens de conservation. Quoique inférieur à l'appétit d'augmentation, celui de perfectionnement est supérieur à celui de conservation ou de bien-être, qui semble constituer, écrit Bacon, le plus pur et le plus naturel des plaisirs, mais qui est aussi, je le cite, celui qui est le plus empreint de mollesse et de médiocrité. Bacon se réfère à la comparaison platonicienne du plaisir en mouvement et du plaisir en repos pour réhabiliter ici le plaisir en mouvement. La hiérarchie des biens proposée par Bacon se fonde ainsi sur une hiérarchie des appétits et de la jouissance que leur satisfaction peut procurer. Il serait difficile de dire si Bacon distingue le plaisir le plus intense du plaisir le plus noble ou le plus digne, ou s'il déduit l'un de l'autre, tant ce développement se situe à la frontière d'une anthropologie des passions et d'une morale dont on a dit justement qu'elle était d'essence héroïque. Mais il est certain que la spéculation, en tant que jouissance passive de l'instant et contentement dans la possession d'un bien imparfait, est à rejeter dans cette hiérarchie tout en bas de l'échelle. La valorisation de l'augmentation des savoirs trouve donc bien à cet endroit un fondement anthropologique, allant de pair avec une morale de la magnanimité, à l'encontre d'une morale hédoniste et pusillanime. Pusillanime au sens où elle sous-estime
à la fois les droits de l'homme et sa capacité à recouvrer ces droits. Et pour ainsi dire, elle fait obligation à l'homme de se contenter de peu de choses. Alors en conclusion, je dirais qu'avec Bacon, l'accroissement du savoir en direction de la nature cesse d'être compris comme relevant d'un geste d'orgueil, ce qu'était pour Augustin comme pour Thomas, la contemplation du spectacle des créatures, au détriment du Créateur. À l'inverse, cet accroissement n'est rendu possible que par une forme de modestie, tant quant aux moyens qu'aux fins. Et je pense que Bacon est peut-être le premier à associer finalement la curiosité à la modestie au lieu de l'associer à l'orgueil. Donc je dis d'abord aux moyens, parce que l'esprit, comme l'écrit Bacon au début du Novum Organum, ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant, et plus encore en obéissant à cet outil très contraignant qu'est la méthode, aussi contraignante pour l'esprit que l'est la règle ou le compas pour la main, l'un et l'autre rendant par ailleurs aussi vaine l'habileté personnelle. Il faut donc sacrifier d'une certaine façon son habileté personnelle pour avancer dans les sciences. Mais la méthode est aussi modeste dans les fins qu'elle impose à la science, la fin qui est de soulager la condition humaine. Alors il est vrai que certains lecteurs de Bacon, je pense à Horkheimer et à Adorno, mais à d'autres aussi, auront une lecture beaucoup plus soupçonneuse de ce à quoi nous conduit l'épistémologie baconienne, et ils verront plutôt la projection de l'homme dans une recherche sans terme du progrès, conduisant aux apories de la domination technique du monde. J'ai montré ailleurs, et je ne peux pas reprendre ici cette analyse, que Bacon n'a pas ignoré totalement le problème posé par la constitution d'une puissance de la technique à même de déborder son objet premier, à savoir la formation d'un regnum hominis, pour se constituer elle-même en objet autotélique. Je me contenterai ici de dire allusivement que l'une des spécificités de l'experientia literata, que Bacon juxtapose et quelquefois oppose à la méthode inductive, finalisée par l'invention de la forme première de la nature, et de représenter une forme de compromis entre la recherche théorique et l'application pratique. Au lieu que l'on pense l'un comme devant déboucher sur l'autre, eh bien on pense qu'il va falloir faire des compromis à toutes les étapes. N'oublions pas que le navire du frontispice du Novum Organon ne part pas vers l'inconnu, mais qu'il fait retour vers son port, on indique bien l'emplacement de la proue et de la poupe, ainsi que les voiles qui sont gonflées par le vent, et on peut donc supposer que sa destination, qu'elle fût très lointaine ou peut-être pas si lointaine, nous n'en savons rien, a été atteinte, et que le navire revient rempli de richesses, à même d'améliorer effectivement la condition terrestre de l'homme. Je vous remercie. Merci pour cette dialectique de curiosité, où on a vu qu'on peut la condamner pour des raisons différentes, des raisons classiques, et en réhabiliter au fond les équivalents dans un nouveau cadre, celui de la méthode. On ne va pas discuter tout de suite, on va maintenant passer à l'exposé de Sabrina Ebermeyer. Bitte. Hello, first I would like to thank Gianni Paganini for the kind invitation to this great conference and this very great place. I would like to mention that I changed my title slightly, so it's now I will talk about female curiosity, preconditions, and women's voices. When searching Rex, which is the online catalog of the Royal Library, which is the National Library of Denmark, and Copenhagen's University Library, for the item female curiosity, the very first entry is the following. So what you can see here is actually a cartoon. So the entry is not on a book or an article, but on a cartoon published in the year 1778, and it's showing a woman in her bedchambers with her maidservant, and she puts on or tries an enormous wig on her bare buttocks. So this cartoon is part
of the so-called British cartoon Prince collection, which is based at the Library of Congress in Washington. And there is a summary and an explanation of this cartoon which goes along with it, which explains what you can see, just a description. And then in the very end it says, I quote, "The woman appears to be curious about how she will look like to others if she wears the enormous wig." Well, I thought this was a bit odd, because obviously if the woman wanted to know how she looked like with the wig, she would put it on her head. I don't know where this description comes from, if it was actually an addition to the cartoon or if it was made by someone who did the catalog. Anyhow, I think what we can learn from this is that what we have rather here in front of us is rather a mockery of female curiosity. So it's a satire form of reference to this. And we can already here see some typical elements associated with female curiosity, which is that female curiosity seems to be linked with vanity and vainglory on the one hand, and on the other hand with obscenity and sexuality. And we will come back to this later. So I hope now I captured your curiosity on the topic on female curiosity. What I will present now to you is rather work in progress, so I will just present my results so far, which aren't so much, so I would like to hear also your opinion on the topic and your ideas. My talk will have the following part. I will start with some considerations of the secondary literature concerning the topic. Then I will consider some preconditions concerning gendered curiosity, on the cultural background, and on the asymmetry concerning curiosity. And then I will come in the last part to female voices on women's learning and curiosity. And then there I will talk about curiosity, learning, and chastity, and on reinterpreting the history, was Eve just curious? And on women claiming curiosity for themselves. So I will start with the I will start to explain you where I started. So I started, as I said, browsing the catalogs and investigating what is written so far on female curiosity. And although the topic is covered widely concerning the early modern period, specifically on women and female curiosity, I couldn't find that much. So there is, of course, the book written by Barbara Benedict with the title Curiosity, A Cultural History of Early Modern Inquiry of 2001. And she has covered a couple of chapters to the issue, and also the work by Neil Kenny of 2004, The Uses of Curiosity in Early Modern France and Germany. Well, both authors have devoted some attention to the topic, but they come up both with a rather negative outcome of their research. I quote here Kenny, "Curiosity was used differently in relation to men and to women. It was not merely attributed to each sex, male and female, but it was also described in ways that implied that it was itself masculine or feminine. Any grand narrative, such as Blumenberg's, of the early modern legitimation of curiosity, overlooks the fact that there was little such legitimation for women." So, and they both provide a lot of evidence for this, a lot of texts and quotations taken from books written by male philosophers, showing that in most cases female curiosity or curiosity by a woman was associated with a negative touch. But so I would like to challenge this statement or this result, and I would like to ask if this is really true. Was there no legitimation for women's curiosity? And my particular question is, what about the women themselves? Did they just agree that curiosity is not for them? And this is so the investigation I would like to engage with. And I will come to this then, to the preliminary results
in the first part. But before I do so, we have to start and look on some of the preconditions that made it difficult for women and even more difficult for men to claim curiosity for themselves. So that's why I will start with the precondition on gendered curiosity, and I will start with the cultural background. So the following is just meant in a very general sense to refer to the specific cultural background against which curiosity of women was discussed. Well, it's obviously not comprehensive, but it's just to give you just now here the general idea. So, female curiosity was associated with this negative aspect, particularly when it comes to the question, how did evil come into the world? And there are some myths around in our history, in our intellectual history, that explains this, and usually they claim a woman, and more precisely a curious woman, as the cause for this. So, for instance, we have Pandora in Greek mythology, for instance, in Hesiod's Theogony. She was actually, as you all know, the very first woman created by the gods. And she got this jar, which she was not supposed to open, but curious as she was, she did open it, and you know what followed. All the evils of humanity came into the world, all the plagues, diseases, and everything, but not hope. Hope she kept in the jar, so there's a question about what this might imply, but maybe we can discuss this later. Well, there is a similar famous myth related to the Jewish and Christian tradition. They're related to the first woman in the Bible, Eve, and her illegitimate curiosity. As you all know, Eve and Adam, they were living happily in paradise, but Eve was seduced by the serpent to try the fruit of the tree of knowledge. She in turn seduces Adam to eat the apple as well, and as a consequence, they were expelled from paradise. And that's why we all lost paradise as well. So this was obviously also a wrong kind of curiosity shown by Eve. And just a last example, there are others as well. This example is not on the same level as the other one. It shows something else, but it shows still, nevertheless, it illustrates the strong association of woman's curiosity with the wrong kind of curiosity. So this is Lamia. She comes up in Plutarch's text De Curiositate at the very beginning. And there, Plutarch explains what curiosity is and is about. So according to him, it's an unhealthy and injurious state of mind. Actually, he calls it a malady of the mind that has to be cured. And to give an example what it is, he refers to a woman, and he refers to a woman of mythology, Lamia. There are a lot of stories around, but the point here he refers to is that Lamia was able to take out her eyes of her head. So whenever she was at home, she took them out, so she wouldn't care about her own affairs. She would neglect her own mindset and her own life. But whenever she went out, she would put them in, and she would, kind of dig in and have a look at other people's and be very nosy. So, she exemplified this nosy kind of curiosity, which is also a bad one. And he thinks that Lamia is the person that exemplifies best way what kind of curiosity this is. On the other hand, he shows a positive example, and this is Ulysses, who just was very discreet when it came to other people and just kept on investigating himself and his own mind. So he was the positive guy, and she was the negative example. And Plutarch's De Curiositate was translated
into Latin by Erasmus and also into English from the Latin version by Elizabeth I. So it had some impact on the period we're talking here about. So this background, together with other aspects, shaped the discourse on female curiosity in a specific way. And one of the outcome of this was that curiosity was considered, conceptualized as asymmetrical when it comes to men and women. And to give you one example, I have a quote from Juan Luis Vives' text, De Institutione Femine Christiane, where he talks about the relationship between a husband and his wife. And he says, I quote, "Regard him," so he's talking to the wife, "regard him as your sole associate, interlocutor, consultant, master, and lord. Confine your thoughts to his bosom, and if anything distresses you, find comfort in him. Women should not think, however, that this law applies equally to them and to their husbands. They should not wish to probe into all the designs of their husbands. This kind of curiosity is often troublesome and looked upon as garrulity, which sometimes irritates their husbands' feelings." So when it comes to curiosity in women, it is regarded as a vice. It appears to be something else in men. And actually, this difference in the concept of curiosity was also defined as male and female. To give you an example of a dictionary of the late 18th century, which is quoted by Barbara Benedict, where she found under the entry curiosity in this British synonymy dictionary, there's two entries, and the one is men addicted to inquiry, this is the one, or the other, the bad one, the people we call inquisitive and in the language of low female gossipers. So the two rams were straightforwardly associated to the two sexes. Well, so much for the concerning the preconditions of how a woman could enter the scene, or that women had to face when they entered the scene. I will now come to this woman voices and my third part. So, did or did they not claim curiosity for themselves? However, before they could claim curiosity for themselves, they had to face an additional obstacle, which is that within the culture, they had to face learning as such was not regarded as something beneficial for women because it might challenge their morality. I have a couple of examples here. Maybe I won't go into all of them. Well, I think the very first I could come across was Christine de Pizan of the earliest 15th century, who takes up this prejudice straightforwardly in her book La Cité des Dames, where she says, I quote, "I'm therefore very surprised by the view of some men who say that they are opposed to their daughters and women or female relatives learning one of the sciences because this might jeopardize morality. Answer, this just illustrates that not all views of men are based on reason and that these men are wrong. Because you cannot say that dealing with the moral sciences, which indeed teach the virtue, harms morals, rather it improves and refines them." And this is an argument that comes up then again and again in women's writing. And I think I will skip the one by Moderata Fonte, but I will give you the one by Arcangela Tarabotti, which is a very nice one, because she was very angry about this attitude against women. I quote from her Paternal Tyranny. "Once again, my ears resound with a single protest from all men. Women cannot be permitted to study grammar, rhetoric, logic, philosophy, theology, and the other sciences, because by attending school they would easily lose their chastity. So then, the reason a woman must not appear in male society is the power of her divine attractiveness, is it?
So she's obviously mocking the paradoxes and ambivalences in the argumentation found against learning for women. I will now come to a strategy women adopted when justifying female education and curiosity, and that was that they tried to reinterpret the tradition, and in this specific case, especially the myth of Eve. There is a background, obviously, of this whole discussion coming from the Bible itself and then the Church Fathers and the Scholastics. Here, just a quotation from Thomas Aquinas, who's this is from his commentaries and the sentences, but there are also other places where he poses more or less the same question. And it's always the question, what was the real reason behind the first sin? And he asks here whether it might not have been curiosity, that it was just the desire to know something, the appetitus scientia that drove Eve to commit the sin. But then he disregards the argument. Well, it's not curiosity, because this we could maybe accept in some way, but it was worse. It was not curiosity, it was superbia, it was a lack of devotion against God, and it was the desire to become godlike in Eve, which caused her sinning, and consequently made the sin more grave than it appeared, or would have been if only curiosities would have been the reason for the sin. So women adopted various strategies to face this line of interpretation, and an early one was developed by Isotta Nogarola, also an Italian humanist. Well, her strategy is a bit, people disagree about how to evaluate her strategy. So her strategy is to say, look, you always claim that Eve is inferior to Adam, which is true, but then if she's really inferior, then she has less intellect and she's just stupid, and then you can't claim that her sin was so grave. Then she was just stupid and couldn't do otherwise. She was just naturally incapable, like an animal, not to be on the same level as Eve. In the dialogue, she edited the dialogue. Her male partner is very much astonished by this kind of line of argumentation, because he knows that she is a very learned woman, and he's irritated by the fact that she degrades her own sex with her argumentation. But nevertheless, one could also argue that she shows the paradoxes within the argumentation on the male side. You can't claim on the one hand the inferiority and on the other hand the greater sin. So this is incompatible. But another interpretation, and again this is Arcangela Tarabotti, is maybe more convincing and shows that women of the early modern period really tried to reinterpret the history in the sense that they could legitimize their own interest in knowledge and learning. And I quote again from Paternal Tyranny, "Eve is proof of woman's thirst for knowledge. The serpent in the Garden of Eden was able to induce Eve to eat of the forbidden fruit only by suggesting that she would become wise. You shall be as gods, knowing good from evil, he said. Eve thus consented to the cursed tempter through her thirst for knowledge, hardly a blameworthy desire. From this incident, one can draw evidence that we dullards are not incapable of valuing wisdom, as you brutes would have the world believe. Our ancient mother set us a true example. As soon as she was created, she used her free will given by God. Her first act was to gaze upon the tree that would bear the fruit of knowledge." So, now it's really not superbia or whatever, it is just a legitimate thirst of knowledge that caused Eve to follow up and follow the snake and try the forbidden fruit
And the argumentation then goes on that she says, well, and nothing happened, so they stayed in paradise, it was fine so far. But then only Adam, he was seduced, and then all the bad things happened. So he's really the cause for all the trouble, and not Eve. These were just examples to show how women tried to reinterpret and transform the history they had to face when dealing with their own interest and knowledge and language. Now I would like to come to some examples that show that women actually did claim curiosity for themselves, with 3 examples, and this, I hope this will show that we have to qualify a bit the judgment I cited at the beginning of the talk concerning the secondary literature, that there was hardly any positive reference to female curiosity in the literature. Well, probably not from male, but from female writers there were. And I would like to start with a French author, with Marie Legare de Gonnet. She wrote an apology of her own writings, defending herself against attacks by others who claimed that she mismanaged her own financial situations, that her conduct of life was morally doubtful, and all this. And she's very angry about this, but in one place in her speech or in her apology, she writes, I quote, "To that general condemnation of intellectual women, a particular point is added in my case. That is, my practice of alchemy, which they deem absolutely folly in itself. I know further that it is folly to assert definitely that alchemy is so, since it is no small rashness to pronounce on occult subjects negatively or affirmatively, or to prohibit the practice of them, if that practice lends itself to an inquisite consideration of nature, as does the practice of this one, which is therefore worthy of a curious mind, even if it has no utility but that alone." And then sometime later in the same text she writes, "Some laugh at my long patience in that work. Isn't that curiosity natural and healthy?" So obviously she thinks that she displayed some scientific curiosity within her interest in alchemy, where she conducted a lot of experiments, but that this was justified by the object, which was alchemy, and, or I quote here again, just the exquisite consideration of nature, which was enough as a justification. And she thought, well, this was good enough for her as well. A second example is taken from the writings of Anna Maria von Schürmann. She wrote this dissertation on whether the study of letters is fitting for a Christian woman. And when commenting, or giving the goals, when commenting on the proper goals of the studies for women, Anna Maria von Schürmann refers to the useless or idle curiosity in a negative way first. So I quote, "First, the goal of studies is presumed not to be vainglory and show or idle curiosity, but rather the general goal of the glory of God and the salvation of one's soul, in order that she may also emerge the better and happier, and may educate and guide her family if that duty falls to her, and even to be useful to her whole sex to the extent that that is possible." So although it seems that the reference to curiosity is here in the first place a negative one, because she is using the term in utilis curiositas, which has to be avoided, I think still she's implying here that there is a positive form of curiosity, which is then related to the glory of God, the salvation of one's soul, but also, to make your family happier, to educate your children, and also maybe for the whole female sex. And I think she wants to open up
this perspective that interest in theoretical knowledge is of benefit in a very positive way for women, which becomes even more apparent in a letter she wrote to Princess Elizabeth of Bohemia, where she says, I quote, "Physics is a little dry if we limit ourselves to its bare speculation, but there is one part of it called natural magic, which is more pleasant since it unites with experience some works wonderful to the eye and nevertheless remains within the bounds of laudable curiosity." So there is a positive curiosity, and even magic, natural magic, has a part in this. And then she goes on that there are parts that are not. So for instance, astrology, not astronomy. Astronomy she excludes again. She thinks that is very laudable to to engage with astronomy, but astrology is something that should be avoided. Just very briefly to come to my last example. This is by Mary Wollstonecraft and her work on the vindication of the rights of women, where she writes, I quote, "It seems a little absurd to expect women to be more reasonable than men in their likings and deny them the uncontrolled use of reason. In order to admire or esteem anything for a countenance, we must at least have our curiosity excited by knowing in some degree what to admire. For we are unable to estimate the value of qualities and virtues above our comprehension." So, obviously, it is something very natural for her that curiosity has to be excited, and it has to be excited in the right way, because the traditional education excites the wrong kind of curiosity in women, and that's why all the bad things happen in the world. It would be better if it would be just granted to women to have a proper education so that their curiosity would be channeled in the right way. I would like to conclude my brief talk with a quotation by the daughter of Mary Wollstonecraft, which was Mary Shelley. She wrote a novel, which you all know, in which she portrayed a man driven by unrestricted curiosity. And I quote her here, and she puts the words in the mouth of a man. "The world was to me a secret which I desired to divine. Curiosity, earnest research to learn the hidden laws of nature, gladness akin to rapture as they were unfolded to me, are among the earliest sensations I can remember." Yeah, and we all know where this led to in the end, to this monster of Frankenstein. So, to briefly sum up my talk, curiosity in the early modern period was not a gender-neutral term, I think I have shown. It had different associations when related to men and when to women. There had been a long history of relating female curiosity with evil, with sin and punishment, with a base and nosy curiosity, and with moral corruptedness. When women entered the intellectual world in a greater number during the Renaissance and the early modern period, they argued against this tradition and claimed curiosity for themselves. They countered the argument that learning and education would have a negative impact on a woman's morality, and they reinterpreted the myth of Adam and Eve to justify Eve's thirst for knowledge. In the end, they thought it natural and laudable that women would show and follow their own curiosity. Thank you. Merci pour ce panorama critique de la thématique de la curiosité féminine. Il nous reste maintenant une demi-heure pour une discussion générale des deux exposés. Nous terminerons ainsi cette première session de l'après-midi à 17h. Qui a une question? Oui, Dan. Y a-t-il un micro? Thank you both. I actually have questions for both, but let me begin with Sabrina Ebermeyer on female curiosity. I think, first of all, just a comment.
I think Anna Maria von Schormann is a very, very interesting character who is connected both with Elizabeth and with Descartes as well. But it's interesting that her book was actually translated into English during the 17th century, and I think was widely read in England as well. When she refers to natural magic in that passage, I suspect that she means natural magic in the Baconian sense, that she means it in the Baconian sense, which is the control of nature through knowing the true forms of things, which is not occult in any way. It's what we might think of as metaphysical engineering. But the question that I have